Bonjour, merci Sarah. Donc, Thierry Dard, le directeur du pôle affaires médicales et labellisation, et moi-même, Yann Briand, donc expert sémantique co-responsable du Centre de gestion des terminologies de santé, nous allons vous présenter l'état de nos travaux sur la mise en place du Centre de gestion des terminologies de santé, sur la mise en place de l'outil de publication des ressources sémantiques de l'interopérabilité, donc un serveur multiterminologie, et on va vous présenter les prémices de notre feuille de route. Voilà. Donc, slide suivant. Donc, le plan que je vais respecter avant de parler du centre de gestion des terminologies de santé, je vais contextualiser en rappelant ce que sont les ressources sémantiques, les cas d'usage, et rappeler les problématiques d'exploitabilité. Je vais planter le décor et présenter l'état du CGTS actuellement avec nos réalisations et la feuille de route. Thierry reviendra sur le SI, la mise en place du serveur multiterminologie, et enfin nous ferons un focus sur le nécessaire besoin de traduction de terminologie médicale. Slide suivant. Donc, les ressources sémantiques du secteur santé sociale. Donc, dans le domaine secteur social, dans le secteur santé sociale, il existe vraiment de nombreux vocabulaires pour les échanges de santé. Ici, on appellera ressources sémantiques des terminologies avec un grand T, et ces ressources sémantiques, bon, c'est un ensemble de concepts organisés de manière plus ou moins complexe, de la simple lisse à un espace vectoriel, et définis plus ou moins formellement par un ensemble de termes. Les ressources sémantiques dans le secteur santé sociale sont particulièrement riches. À titre d'exemple, on a plus de 800 terminologies recensées sur le serveur de terminologie Bioportal, qui est un portail, un des serveurs multiterminologie majeurs au niveau mondial. Et la France possède déjà un large corpus sémantique, et nous sommes très très bien dotés, mais malheureusement notre corpus sémantique est relativement dispersé et avec une qualité relativement inégale, comme nous allons le voir. Pour avoir une bonne base d'interopérabilité, nous devons avoir un socle sémantique répondant aux besoins des utilisateurs avec un certain niveau de qualité. Et ceci opère, du moins requiert, la convergence de données disparates avec intégration de données différentes, soit à partir de terminologies pivot et de terminologies d'interface, soit en pontant des différentes terminologies de référence entre elles, ou en agrégeant ces terminologies, en apposant des identifiants uniques pour tous des concepts dans différentes terminologies ayant le même sens. Je introduis tout de suite ici le fait que beaucoup de terminologies sont anglo-saxonnes, et donc on a, pour une utilisation en France et des évaluations de ces terminologies en France, on a nécessairement besoin de les traduire. Slide suivant. S'il te plaît, Sarah. Alors, oui, donc au niveau des ressources sémantiques, ici nous allons voir les différentes composantes et les différents niveaux de complexité de ressources sémantiques. Donc on a une échelle de complexité qui va du simple dictionnaire glossaire, qui est une liste sans organisation. On arrive après sur une liste hiérarchisée, une classification ou une taxonomie dans le domaine sémantique. Après, au-delà de l'organisation hiérarchique, on peut définir des thésaurus, qui sont des listes hiérarchisées avec un commencement d'organisation des termes, avec des termes reliés, des termes alternatifs, des synonymes, qui permettent de rechercher des termes et de les indexer dans un texte.
Après, au niveau de complexité, on arrive à la terminologie, où là, on a un réel réseau sémantique de concepts définis par des termes qui sont reliés entre eux par des liens hiérarchiques, est une sous-classe de, etc., etc., mais aussi des relations sémantiques. Par exemple, dans le domaine de la santé, on aura des relations entre deux termes avec des propriétés, style A pour étiologie ou A pour localisation ou tout autre type de relation. Et enfin, on arrive au niveau de complexité le plus haut avec l'ontologie, où là, c'est une terminologie, mais avec des définis de manière formelle dans l'ensemble de l'ontologie, avec des définitions nécessaires et suffisantes pour pouvoir être interprétées par une machine. Par exemple, un carnivore est un animal qui mange un animal et qui ne mange pas de plantes. Sinon, il pourrait être confondu avec un omnivore voilà, avec un omnivore. Le slide suivant. Donc les terminologies sont avec un grand T, donc les ressources sémantiques sont utilisées dans différents cas d'usage, plus ou moins, et on peut en distinguer 4, et ces cas d'usage sont associés à des critères de qualité qui sont relativement différents. Donc, la première famille de cas d'usage, c'est l'interface utilisateur avec l'encodage manuel, ou l'encodage de données, la structuration de données. Et là, la première qualité, c'est que le vocabulaire soit en adéquation avec le besoin de l'utilisateur. La deuxième famille de cas d'usage est bien sûr l'interopérabilité entre systèmes d'information. Et là, on a besoin d'alignement de ressources sémantiques et de conformité et d'une conformité de compréhension de la donnée entre un point A et un point B. Enfin, les deux autres familles de cas d'usage, ce sont plus des cas d'usage d'exploitation de données avec donc des recherches de termes, d'indexation, des recherches d'informations et de la classification automatique, du raisonnement automatique, etc. Donc, en fonction du cas d'usage, on n'a pas besoin de la même qualité. Si on a besoin d'avoir une interface utilisateur, on aura besoin surtout d'un vocabulaire et d'un vocabulaire qui soit bien compris et qui soit complètement pertinent par rapport au professionnel de santé ou le professionnel médico-social qui va l'utiliser. À ce niveau-là, les relations hiérarchiques et sémantiques peuvent aider à classifier et à structurer la donnée et à fabriquer des interfaces. En interopérabilité, donc dans les quatre familles de cas d'usage, on a bien besoin de valider le vocabulaire, de valider les relations. Et c'est seulement dans les deux autres cas d'usage, plutôt recherche, exploitation de données, où on aura besoin de s'appuyer sur des règles logiques bien validées pour pouvoir les utiliser dans ces cas d'usage. Et à côté de ça, les autres critères de qualité sur les cas d'usage qui sont des cas d'usage externes, extrinsèques aux terminologies, ce qui vont évaluer la facilité de maintenance, le consensus que fait le vocabulaire au sein de la communauté, la satisfaction utilisateur pour certaines terminologies, la possibilité de couplage et de lien entre terminologies, les évolutions et les dérives des terminologies au cours du temps, donc où on a besoin de persistance de codage, avec donc par exemple avec des codes qui évoluent et avec des utilisateurs qui se perdent dans les versions, etc., etc., de la déployabilité et une reconnaissance par l'écosystème. Slide suivant.
Donc pour les ressources sémantiques aussi, on parle d'exploitabilité et d'accessibilité. Ici, je voudrais vous présenter un résultat issu des travaux récents que l'on a menés sur l'évaluation de ressources sémantiques et de la SNOMED-CT en particulier. C'est la possibilité d'exploitabilité, c'est la représentation de la possibilité d'exploitabilité et d'accessibilité aux données du point de vue juridique et droit de la propriété intellectuelle. Donc on a fait une étude sur une vingtaine de terminologies et on les a positionnés en fonction de la sécurité juridique, donc de la précision de définition des termes, donc qui permettent d'avoir avec sûreté une définition des droits et devoirs des utilisateurs et de l'ouverture des données. Donc l'ouverture de données est en verticale, la sécurité des données et la sécurité d'utilisation des données est en horizontale. On peut voir que sur les 20 terminologies, on peut définir 4 classes. Donc la première, celle qui est la plus en haut, c'est les terminologies ouvertes, dites ouvertes, qui répondent parfaitement au contexte français d'ouverture des données et donc qui sont généralement soit sous des licences Creative Commons, apportant une très grande précision de la description des termes, donc une grande sécurité juridique, c'est tout ce qui est en haut à droite. Et là-dedans, on a la terminologie des médicaments publiée par l'ANSM, la BDPM, Banque de données publiques du médicament. Et plus sur la gauche, ce sont des terminologies universitaires qui ont vocation d'ouverture pour être partagées le plus possible, créer de la valeur ajoutée et de l'innovation, mais les termes, il n'y a pas une licence formelle, c'est souvent confondu avec des conditions générales d'utilisation de sites web. Donc, ce qui est le cas pour NCBI Taxonomy, qui est pourtant dans le domaine public, et la GNC, qui fait référence en la matière en génomique. En dessous, la deuxième patate plus grande, on est sur des terminologies en libre diffusion, c'est la patate verte, avec Medicabas, Cladimed, Nuva, HPO, Loinc, qui sont des terminologies qui sont librement accessibles, librement réutilisables, mais dont on ne peut pas modifier les données. Donc on ne peut pas créer d'œuvres dérivées et donc les mélanger avec d'autres terminologies. Donc ces restrictions font que ce sont des terminologies de libre diffusion et non plus des terminologies complètement ouvertes. À côté, la troisième patate, juste qui est un petit peu imbriquée dans celle-là, c'est les terminologies de l'OMS. Donc ici, on a l'ATC et la CIM 11, qui sont aussi de libre diffusion, mais avec des conditions très mal définies, très mal décrites, et qui demandent de se mettre en contact avec l'OMS pour obtenir des précisions. Là, il faut noter que l'OMS fait énormément d'efforts puisqu'il a considérablement amélioré ses terminologies et là maintenant, elle veut une diffusion la plus large possible. Elle maintient le fait qu'on n'a pas le droit de les modifier sans l'autorisation de l'OMS. Mais en suivant le processus OMS, on peut les modifier. Mais par contre, on sera dans des licences, ils ont décidé d'adopter des licences Creative Commons qui apportent une sécurité juridique à l'utilisateur. Et donc, ces terminologies ATC SIM 11 vont glisser à l'extrême droite, ne vont pas se relever, mais vont glisser à l'extrême droite du schéma. Et enfin, ce qui font figure d'exception, c'est les terminologies qui présentent des modèles propriétaires, donc dans le monde de l'interopérabilité et du passage de l'information. Ici, on a MEDRA, qui est la terminologie de report des effets secondaires, qui est propriétaire, qui est par volonté réservée à des experts et qui n'est absolument pas ouverte et dont on n'a pas le droit de diffuser des extraits substantiels. Et à côté de cela, il y a la SNOMED-CT qui répond à des questions, qui est également très propriétaire, qui devient gratuite s'il y a adoption d'une licence nationale, mais pour autant, la licence n'est pas du tout ouverte avec beaucoup de restrictions et de clauses ambiguës, ce qui explique qu'on est sur la partie gauche du schéma et qu'on n'est pas dans le cadran supérieur du schéma.
Slide suivant, s'il vous plaît. Maintenant, voyons le centre de gestion des terminologies de santé. Je vais faire un petit peu d'historique parce que les travaux pour mettre en place le centre de gestion, le centre de gestion des terminologies de santé, les travaux ont commencé il y a bien longtemps. Et le virage, maintenant, le constat est toujours le même. Et là, maintenant, ce qui fait qu'on accélère la mise en place d'une gouvernance sémantique liée à l'interopérabilité en France. Donc, le constat était qu'on a une multiplication des échanges de données de santé et donc une grande nécessité d'organiser le vocabulaire d'échange avec un besoin constant et croissant de ressources sémantiques. Comme je l'ai dit en introduction, on a un écosystème de terminologie de santé d'une grande hétérogénéité avec de nombreuses terminologies complémentaires, mais qui sont très hétérogènes dans leur qualité, dans leur granularité et dans les contenus. La qualité, on va par exemple du PDF jusqu'au format OWL qui est le Graal consommable par la machine, mais en passant par des formats propriétaires style Excel. Et c'est cette hétérogénéité même de l'offre qui représente un frein à l'interopérabilité sémantique et qui fait jusqu'à présent, il n'y avait pas de langage unique dans le domaine de santé. Et c'est ce sur quoi on travaille actuellement très activement. Une terminologie unique ne peut couvrir l'ensemble du domaine santé sociale. Ça a été moins de fois prouvé, et donc il faudra que l'on travaille forcément avec un écosystème de terminologie opérationnelle qui reste à définir. La gouvernance de terminologie était inexistante en France et on a une offre de terminologie nationale qui doit être organisée par l'État et un guichet national était fortement réclamé par tous les utilisateurs et par l'écosystème e-santé. Et par ailleurs, la France présentait un certain retard au niveau de l'offre sémantique puisque la France manquait d'un CGTS qui existe dans de nombreux pays. Slide suivante, s'il te plaît. Donc sur ces bases, en 2018, l'ANS a été désignée pour être la maîtrise d'ouvrage opérationnel de mise à disposition des terminologies de référence au cours d'un COPIL sur les terminologies de santé concluant les travaux de phase 4. Avec des demandes opérationnelles de diffuser les terminologies de référence, d'accompagner le développement de l'interopérabilité sémantique, d'améliorer la qualité des échanges interprofessionnels et de définir une norme de qualité pour la structuration des données. Et à la suite de cela, au cours l'an dernier, le CGTS est donc maintenant inscrit dans la feuille de route accélérer le virage numérique dans le cadre de ma stratégie Ma Santé 2022 au niveau de l'action 10 avec la mise en place du CGTS et de l'outillage du CGTS par un serveur multiterminologie qu'on va décrire tout à l'heure. Slide suivant. Le CGTS, donc le Centre de gestion des terminologies de santé, a 3 missions. Donc une de maîtrise d'ouvrage, donc d'analyse des besoins, de produire des études et d'élaborer une feuille de route sémantique complètement intégrée à la feuille de route interopérabilité. Donc le CGTS est vraiment une gouvernance sémantique au service de la gouvernance générale de l'interopérabilité. Et pour ça, on assure la maîtrise d'ouvrage de publication des terminologies de santé en coordonnant, animant un réseau d'unités de production qui est réellement maîtrise d'œuvre des terminologies de santé. Et nous, on centralise et on rassemble toutes les terminologies nécessaires à l'interopérabilité. Donc, on vient à la mission 2, qui est donc d'établir le catalogue d'un corpus national cohérent, conforme aux besoins des utilisateurs, avec un standard de qualité défini de manière conjointe avec l'unité de production sémantique en termes d'accessibilité, d'exploitabilité, de format de données, de métadonnées, pour faciliter l'utilisation et l'intégration par les industriels. Et enfin, la troisième mission, c'est de favoriser les usages, d'accompagner les utilisateurs au travers d'une offre service complète, comprenant des actions de formation, de la documentation et un support pour les utilisateurs. Slide suivant, s'il te plaît.
Donc nos objectifs sont liés à ces missions, c'est élaborer et mettre en œuvre la feuille de route sémantique conformément à la feuille de route d'interopérabilité, créer un espace de confiance sémantique et juridique pour tous les acteurs de l'interopérabilité avec une publication des bons référentiels avec la bonne licence, avec une traçabilité, un niveau de qualité acceptable et de faciliter le choix et l'utilisation des ressources sémantiques par les utilisateurs. Donc notre communauté d'utilisateurs va en commençant par les unités de production, puis tous les utilisateurs en général, les institutions publiques, nos homologues internationaux, les éditeurs et les cercles d'experts auxquels on se joint pour optimiser notre feuille de route et bien comprendre les besoins de la profession. Et bien sûr, je ne les oublie pas, les professionnels de santé qui sont les utilisateurs directs de ces vocabulaires et la première conformité de nos ressources sémantiques doit être en adéquation avec leurs besoins. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà, donc en résumé, si on fait un schéma du CGTS, le CGTS est une instance, une gouvernance reliée au comité de pilotage interopérabilité, en lien avec nos homologues internationaux. On est outillé par un SMT pour diffuser des terminologies vers des industriels, des maîtrises d'ouvrage nationales ou régionales et tout autre utilisateur de terminologie de santé. Pour renforcer notre expertise, on s'appuie sur des laboratoires spécialisés en documentation ou des laboratoires de recherche en bioinformatique et on coordonne les unités de production, donc des unités de production internes en bleu, qui est interne à l'ANS, donc avec les nomenclatures des objets de santé, les répertoires opérationnels des ressources, toutes les ressources sémantiques SISAMU et les licences pour lesquelles on a des licences nationales, donc le Inc. 6.2 où on fait appel soit à un consortium pour gérer comme unité de production ou que l'on gère en interne. Et enfin, donc, on coordonne les unités externes. Là, ici, à titre d'exemple, on a cité celles avec qui on travaille, donc Orphanet, INSERM, l'association Handicap, et donc les cytoanatopathologistes, l'association Médicabase, etc., etc. Slide suivant. Quelques mots sur le catalogue. Notre catalogue, pour l'instant, est publié sur le site de l'ANS. Il regroupe 33 terminologies, ce qui fait à peu près 2 millions de termes, avec une grande diversité au niveau des UP, des formats, des licences. Et donc, ça, pour l'instant, c'est notre point de départ et sur lequel on va forcer la mise en qualité pour aller vers un standard de publication unique qui sera diffusé sur notre serveur multiterminologie. Donc, on a des terminologies médicales, des terminologies de biologie, des médico-administratives et des terminologies multidomaines ou dédiées aux unités de mesure. Et en cours d'intégration, en instruction, on a un certain nombre de terminologies. Slide suivant. Pour préciser ces chiffres, pour l'instant, dans notre viseur, on a à peu près 95 ressources sémantiques. On en a 32, 33 au catalogue. On en a 13 qui sont actuellement à l'étude dans le cadre de la production de volets d'interopérabilité. Slide suivant. Voilà la cartographie de nos terminologies. Celles du catalogue sont à gauche. Donc, on a des terminologies réglementaires qui sont incontournables, un certain nombre de terminologies inscrites, soit pour piloter des actions, pour faire de la production de soins, de la facturation, etc. On a des terminologies de domaine qui sont spécifiques, qui peuvent être à cheval sur plusieurs domaines, et on a quelques terminologies obsolètes que l'on doit gérer, par exemple handicap, Patlex, en anato, en anapat, ou la SNOMED 3.5 qui est donc obsolète depuis un certain temps.
Donc, dans nos terminologies en instruction, on a bien sûr toutes les nouvelles terminologies de l'OMS qui sont basées sur des fondations ontologiques qui sont maintenant destinées à des usages intégrés et qui sont destinés à être utilisés ensemble. Et cela représente un énorme progrès par rapport aux versions antérieures. On a les référentiels du médicament, du dispositif médical. On doit travailler sur des terminologies réglementaires au niveau de la NSM. On doit travailler sur la génomique. Et bien sûr, on instruit au fur et à mesure des cas d'usage la SNOMED-CT, le positionnement éventuel de la SNOMED-CT en France. Slide suivant. Donc, quelques mots sur nos principes de fonctionnement. On a élaboré quelques doctrines au niveau du centre de gestion de terminologie de santé. On s'appuie sur des doctrines existantes, par exemple la doctrine interopérabilité, mais en sémantique, on a défini une doctrine de fonctionnement de manière la plus cohérente possible avec la politique d'ouverture des données de la France. On a défini une doctrine sur les relations des UP pour pouvoir nous adapter au niveau de maturité des UP et de les accompagner vers la meilleure norme de qualité, le meilleur trade-off de qualité, pérennisation que l'on peut avoir avec eux. Et les autres doctrines classiques de l'ANS sur la gestion des données personnelles, la sécurité, la qualité. Slide suivant. Donc, je passe très rapidement sur l'interopérabilité que vous connaissez tous, où là, ce qu'il faut retenir au niveau de la cohérence, c'est qu'on essaye d'avoir des normes stables, génériques, réutilisables dans plusieurs cas d'usage, etc., et indépendantes du système avec lequel on travaille. Donc, quelque chose qui ne doit pas être changé en fonction du cas d'usage. Slide suivant. Au niveau de l'adoption, si on fait un petit focus sur l'adoption de ressources sémantiques, c'est exactement comme la recherche de normes au niveau de l'interop syntaxique. On va partir d'une expression de besoin avec les domaines qui sont nécessaires aux professionnels de santé, la granularité de la structure des données, les besoins du point A versus celui du point B, par exemple sur les prescriptions, ce que le médecin va nécessiter pour faire sa prescription et après ce que le pharmacien va nécessiter pour exécuter sa dispensation. Et donc certainement pas le même niveau de granularité. Donc là, c'est sous-jacent des liens de hiérarchie pour permettre des regroupements et une meilleure intégration des terminologies dans les logiciels. Donc après, dans notre cours d'études métiers, on en vient au choix des ressources sémantiques, avec l'état des lieux des référentiels existants, avec une cartographie en fonction des cas d'usage. Et là, on a 3 étapes. Est-ce qu'il y a des terminologies de référence qui sont déjà existantes, qui sont déjà utilisées, avec des politiques de gestion formalisées, des formats de distribution validés, donc qui ne soient pas du PDF, des licences de distribution, est-ce que c'est bien clarifié, est-ce que les utilisateurs ne se mettent pas en danger quand ils intègrent des terminologies dans leur système. Donc si c'est oui, bien sûr, on s'arrête là et on choisit ces terminologies. Sinon, on est obligé de faire le choix de nouvelles ressources sémantiques. Donc là, ça passe par l'évaluation de la terminologie. Donc, comme on l'a vu en introduction, en fonction du cas d'usage, des critères de qualité des terminologies sont différents et on prendra également en considération la composante extrinsèque à la terminologie. On recherche le meilleur format de distribution, on met au point une politique de gestion avec l'unité de production et on essaye d'aller vers des licences ouvertes conformes avec la politique d'ouverture des données de la France. Et sinon, si on ne trouve pas de terminologie, on pensera à élaborer nous-mêmes une terminologie et de trouver une unité de production ad hoc. Et après, on va vers la publication de la terminologie et la diffusion de la terminologie. Slide suivant.
Sur l'ouverture des données, nos principes de fonctionnement reposent sur deux choses, donc le Fair Data et le 5 star du web sémantique, la gradation 5 étoiles. Donc Fair Data, ce sont des données retrouvables, donc avec une grande stabilité d'identification, des métadonnées parfaitement bien définies qui vont permettre une utilisation pérenne de la donnée, des données accessibles. Si besoin, mais pas forcément avec des licences ouvertes, du moins, des données qui soient interopérables, donc pontées, liées, et des données bien sûr réutilisables dans plusieurs situations, donc réutilisables dans plusieurs types de situations. Sur le 5 star, la gradation, donc c'est la publication des données sur le web avec une licence ouverte pour faciliter la réutilisation, la publication des données en tant que données structurées, donc pas de PDF si possible, pas de format propriétaire, donc on évite l'Excel, avec l'utilisation d'URL du ERI pour définir des concepts afin d'établir des références absolues sur ces concepts, et enfin, si possible, avec des liaisons entre les données pour enrichir leur exploitation. Donc, que les données ne bouclent pas sur elles-mêmes, mais puissent être liées entre elles, et ça, c'était le grand principe de l'UMS. Slide suivant. Donc sur les unités de production, quelques mots juste pour nous, la vision de l'unité de production, c'est une structure organisationnelle dotée de processus opérationnels et qui obtient un certain nombre de résultats. Donc au niveau d'une unité de production, on va évaluer avec eux les ressources qu'ils ont pour produire leur terminologie. Est-ce qu'ils ont des processus au point sur la gestion, la conception de la terminologie, le maintien de la terminologie, son évolution, sa publication, et enfin, donc quelle est la volumétrie des demandes sur ces terminologies, des sollicitations du support, quelle est la satisfaction des utilisateurs, etc., et quelle est l'utilisation. Donc voilà les choses que l'on va discuter dans nos rapports quand on va établir une convention avec l'unité de production pour publier la terminologie, sa terminologie. Slide suivant. Donc, en termes de relation avec le CGTS, l'UP demeure complètement le chef d'orchestre de sa ressource, assure l'hébergement de sa terminologie, et le décisionnaire des versions, et complètement maître de sa ligne éditoriale, de la documentation et de l'information liée à la terminologie, et le point de contact du support. Ça, c'est ce que l'on règle c'est ce que l'on réglerait avec l'unité de production. De l'autre côté, le CGTS et support organisent la publication de la ressource au format interopérable, s'engage à faire mention du titulaire des droits, donc on ne s'approprie pas la terminologie, on est vraiment hub de publication et garant de l'intégration de la terminologie dans le serveur multiterminologie du CGTS. On est garant du maintien opérationnel de la publication de la terminologie, et on conserve et on fournit à l'UP l'ensemble des traces informatiques et des activités liées à l'utilisation et publication de sa terminologie, si c'est nécessaire. En clair, si le suivi des licences accordées aux utilisateurs est nécessaire, on pourra fournir la liste et avoir l'étendue des licences données par le CGTS aux utilisateurs qu'on pourra reverser vers l'unité de production. Slide suivant. Le CGTS se dote d'une offre de services à destination de nos utilisateurs et des unités de production, de nos homologues européens et en général par toute personne intéressée par les ressources sémantiques et les terminologies. Pour les unités de production, donc c'est un service de publication de leur terminologie,
un outil de traduction sur lequel on va revenir, un guide politique de gestion d'une terminologie pour les amener et les accompagner vers le meilleur format pour eux de publication de terminologie. Avec les CGTS européens, bien sûr, c'est une mutualisation des efforts, par exemple des traductions avec nos homologues francophones, les productions d'alignements sémantiques, le profilage de terminologie pour s'accorder sur le meilleur format, la meilleure modélisation pour une ressource sémantique, et bien sûr le renforcement de positions communes au service de l'interopérabilité. Et enfin, pour les utilisateurs de terminologie, un catalogue de terminologie centrale qui regroupe toutes les terminologies de l'interopérabilité, une publication avec des normes de qualité sur le SMT, avec un support et de la documentation et des études d'évaluation de terminologie pour situer les unes par rapport aux autres en termes de performance. Slide suivant. Quelques mots sur nos réalisations passées, donc au cours de 2020. Donc, on s'est axé surtout sur la mise en route du CGTS, la mise en place du centre. On a produit quelques études terminologiques. On a pris en main des terminologies de l'OMS. Maintenant, l'ANS fait partie du centre collaborateur de l'ANS et de l'OMS, et à ce titre-là va être responsable de la publication des nouvelles terminologies de l'OMS, donc CIM 11, ICHI pour les actes, ICF pour la mesure des capacités fonctionnelles, et des terminologies reliées. Donc pour l'instant, les terminologies reliées, on a la CISP2 et on est en discussion pour l'ATC pour essayer d'unifier la version de l'ATC publiée en France. On a travaillé sur la feuille de route 2021 et dans le cadre du Covid, on a fait nos armes sur le suivi des produits sous tension, des produits de santé sous tension, donc médicaments, dispositifs médicaux, et on a travaillé sur un dataset Covid en lien avec les CHU pour exploiter les entrepôts de données. Et enfin, et on va vous en parler dans 2 minutes, la mise en œuvre du serveur multiterminologie pour publier notre catalogue. Un dernier mot, slide suivant s'il te plaît. Un dernier mot sur la feuille de route 2020-2021. Donc en fait, avec 3 axes de travail, donc supporter le volet numérique des Ségur de la santé, donc s'assurer que toutes les terminologies pour les 4 priorités pointées par le Ségur soient respectées, donc le volet de synthèse patient, la lettre de liaison, la biologie et la radiologie. Le deuxième axe est très important, donc c'est la mise en qualité du catalogue existant avec la mise au format, l'accord sur les politiques de gestion et le remplacement des terminologies obsolètes. Et enfin, poursuivre l'ajout de nouvelles terminologies au gré des demandes et de la gestion des volets et de la production des volets d'interopérabilité. Donc, pour cette feuille de route, pour information, un sondage est en cours auprès du comité de concertation du CISIS et on est en train d'en dépouiller les résultats. Mais sans surprise, le volet numérique du Ségur de la santé vient en tête des priorités. Voilà, je vais passer la parole à Thierry. Alors, le SMT, d'où vient l'idée du SMT, du serveur de terminologie? C'est premièrement, on voit une croissance continue du nombre de terminologies. Ce n'est pas spécifique à la France, hein, ça se voit partout. Yann vous a pris l'exemple de Bioportail. Bioportail, c'est un serveur de production, hein, il alimente des outils de production de soins aux États-Unis. Il y a de très nombreuses terminologies. L'autre problème, c'est qu'il y a un manque d'harmonisation dans les processus de gestion, dans les processus de distribution, et donc il y a une hétérogénéité de format, de code de distribution, etc., etc. Et donc l'idée, c'était que à côté des outils classiques, je dirais, de l'interop, comme la plateforme de test, il y a un webinaire tout à l'heure sur la plateforme de test, on puisse mettre aussi à disposition un serveur de terminologie pour distribuer des terminologies d'intérêt, des terminologies en usage.
Et donc, ce serveur, l'objectif, c'est qu'il standardise la diffusion des terminologies, il essaye de la centraliser et il améliore un peu le processus aussi de gestion et de diffusion des terminologies qu'on a, puisqu'on a un processus, nous, assez basique de distribution du NOS notamment et d'autres terminologies pour le cadre d'interopérabilité. Diapositive suivante. Bien sûr, on a identifié vraiment 34 terminologies vraiment d'intérêt central en interopérabilité et en santé. L'un des problèmes qu'on rencontre, c'est que si on essaye de regarder, il y en a un peu partout, elles sont dans des formats différents, c'est un peu ce qu'on voit à gauche, là, donc c'est un véritable enfer si on veut essayer de les intégrer. Et l'objectif, c'est de les publier progressivement, selon une feuille de route qui va être déterminée par la gouvernance des terminologies, de les publier au sein de ce serveur. Éventuellement, il sera possible de faire des liaisons entre terminologies. Alors, pourquoi faire des liaisons entre terminologies? C'est notamment pour gérer, par exemple, l'obsolescence d'une terminologie, une vieille terminologie qui est encore en usage, et si on migre sur une nouvelle, on va avoir besoin d'assurer une continuité de service. Et donc, c'est ces liens qui vont permettre d'assurer cette continuité de service. Et puis, si on a des fois des usages de terminologies différentes, il faudra bien établir ces liens. Alors, c'est coûteux d'établir des liens. C'est extrêmement coûteux. C'est pour ça qu'on essaiera de les limiter au maximum. Diapositive suivante. Donc, je dirais, le serveur de terminologie, 3 enjeux: standardiser, garantir, améliorer et mettre à disposition. Le premier, le service qu'on va mettre en place en premier, c'est un service de publication des terminologies, puis un service après qui est plus de mise en relation et de gestion de ces terminologies. Diapositive suivante. Ce serveur, il va en réalité aller chercher des terminologies dans différentes UP. Ces terminologies vont être mises au format dans un format standardisé et publiées sur ce serveur de façon à ce qu'elles soient accessibles aux industriels, aux institutionnels et aux établissements de santé. Qu'est-ce qu'on construit en fin de compte avec ce serveur? On construit en réalité un espace de confiance. J'ai vu la petite question sur est-ce que ça sera en accès libre? La majorité, cet espace de confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ira chercher sur ce serveur, d'abord, on va être sûr que ces terminologies vont être distribuées avec des licences et des conditions d'utilisation. Yann vous a montré un petit peu tout l'intérêt du mouvement Open Data. Donc, on souhaite qu'un maximum de terminologies soit en Open Data. Ça ne sera pas possible visiblement pour tous. Et donc, il y aura une licence de toute façon affectée à chaque terminologie qui vous renseignera exactement sur ses conditions d'utilisation. Une petite notice et puis un ou plusieurs formats standardisés de consommation. Donc, c'est vraiment un espace de confiance dans lequel vous allez pouvoir puiser des terminologies d'intérêt. Diapositive suivante. Alors, si on essaye de regarder un peu qu'est-ce que ça pourrait donner en termes, c'est des copies. Là, je vous fais des copies d'écran, mais ça existe réellement, cette copie d'écran. La première fonction, c'est la publication. La publication, je dirais pour l'humain, donc c'est un site web, simplement un site web institutionnel, sécurisé, avec une adresse sécurisée, avec une adresse institutionnelle, avec la possibilité de s'enregistrer et qui publie un catalogue des terminologies, comme on a vu tout à l'heure. Yann vous l'a présenté tout à l'heure. Ce catalogue, derrière, indique un certain nombre de terminologies. Vous les avez ici. Ça peut être des terminologies de référence, différentes ressources terminologiques, des jeux de valeurs, des terminologies d'interface, comme celle, par exemple, du SISAMU. Et vous pouvez aller les télécharger dans des formats standardisés pour les intégrer dans vos systèmes ou pour les étudier plus simplement. Donc, la première fonctionnalité, c'est vraiment cette fonctionnalité de publication. Et à côté de cette publication de la terminologie en elle-même, il y a aussi une publication de métadonnées
Et ces métadonnées vont vous renseigner sur ce que c'est que cette terminologie. Diapositive suivante. Deuxième fonctionnalité, c'est de gérer. Alors, on change d'outil. Tout à l'heure, c'était un simple site web. Ça, c'est un outil open source d'édition de terminologie, d'édition d'ontologie. C'est protégé tout simplement. Vous voyez par exemple ici ce que pourrait donner deux terminologies dans un serveur de terminologie. Vous avez deux terminologies en haut, la CIS, la classification internationale des soins primaires, et puis en bas la CIM10, la classification statistique des maladies et des problèmes de santé, 10e révision de l'OMS. Et donc, vous voyez, vous pouvez déplier l'arborescence de ces deux terminologies derrière. Et puis, si vous en sélectionnez un élément, vous avez un certain nombre d'annotations de données qui peuvent être dans différentes langues, français, anglais, etc. Français, anglais, pardon, etc. Et associé à ces terminologies, vous avez des métadonnées ici qui vous indiquent tout simplement ce que c'est que cette terminologie. Donc, vous pouvez... Ici, c'est simplement pour l'humain, mais si vous récupérez le catalogue informatisé des terminologies ou si vous faites une requête, il y aura aussi la possibilité de faire des requêtes, vous allez pouvoir interroger ce catalogue de ce serveur et donc ramener automatiquement, savoir quelles sont les terminologies publiées par ce serveur, quelle est la date de publication pour chaque version et quelle est la version de chaque terminologie. Donc voilà, non seulement la terminologie, mais je dirais aussi surtout la métadonnée qui est vraiment indispensable dès qu'on veut traiter en informatique des données. Diapositive suivante. Troisième fonctionnalité, c'est de pouvoir assurer la liaison entre terminologies. Alors, créer une liaison entre terminologies, c'est créer une terminologie. Hein, ça revient à la même chose. Donc, vous avez par exemple ici un concept qui est sélectionné, qui est le concept de la CISP à gauche, cardiopathie ischémique avec Angor. Et puis, vous avez à droite, là, ici, un certain nombre de libellés en anglais, en français, libellé principal, libellé secondaire. Ça, c'est vraiment ce qui est donné par la terminologie. Et il y a possibilité, si besoin, de faire des liens vers d'autres terminologies. Cette terminologie, par exemple, elle est fournie avec un lien vers la CIM10. Et donc, ce lien peut être résolu. Douleur cardiaque, si je vais dessus, je vais directement aller sur le concept équivalent dans la CIM10. Donc, la possibilité non seulement de publier les terminologies une à une, d'en publier leurs métadonnées, mais aussi de publier derrière des liens qui sont résolus. Diapositive suivante. Dernière grande fonctionnalité de publication, c'est la possibilité de requêter avec un langage standardisé. Dans un premier temps, ça sera du Sparkle. C'est un langage du web sémantique. C'est l'équivalent du SQL. Hein. Quand on connaît le SQL, passer au Sparkle, c'est pas grand-chose. Ici, c'est un exemple de requêtage d'ADICAP où je vais demander ici tout simplement de me sortir pour l'ensemble de la terminologie ADICAP, le code et le libellé ici, qui sont disponibles pour tous les concepts de cette terminologie. C'est ce que je vois en bas ici. J'ai le code ici et puis son label. Bien sûr, on peut faire des choses un peu plus complexes que ça. Donc, ça sera une fonctionnalité qui sera aussi disponible dans un second temps dans le serveur de terminologie. Diapositive suivante. Alors, quelle est la feuille de route de ce serveur? Il est en cours de construction depuis juin dernier en mode agile, donc à raison d'un sprint par mois. Et donc, on construit une première version jusqu'à juillet 2021. Donc, le premier module qui sera disponible, c'est un module de publication sous forme d'un site Internet. C'était la première diapositive que je vous ai présentée tout à l'heure. Ça sera mis en production le 25 novembre avec un jeu de base de terminologie ici. Puis, on va construire un deuxième module qui sera un module de gestion de validation qui va permettre aussi d'enrichir les fonctionnalités de ce simple site web. Notamment, ce module de gestion de validation, il va permettre d'aller déployer les arborescences des terminologies, d'aller rechercher des concepts
dans les terminologies, puis on va alimenter aussi ce serveur avec des nouvelles terminologies. Donc pour mars 2021 et en juillet 2021, un module de pré-traitement, ça c'est plus un module interne qui va nous faciliter la gestion. Et à partir de mars 2021, on va être capable d'injecter des terminologies au fil de l'eau. Alors je n'ai pas mis lesquelles et c'est volontaire parce que ces terminologies, elles vont être déterminées par la feuille de route que vous a présenté Yann tout à l'heure. C'est vraiment cette feuille de route qui va déterminer ces terminologies qui seront mises à disposition. Et puis, bien sûr, ce serveur, il a pour objectif de vivre aussi. Et donc, derrière, d'évoluer avec vous et d'évoluer pour vous. Donc, il y aura une deuxième version en 2022 et des ateliers pour co-construire avec vous cette deuxième version. Diapositive suivante. Voilà, je vais m'arrêter là pour la partie serveur. C'est vraiment une première introduction. Et je repasse la parole à Yann sur la traduction des terminologies. Merci Thierry. Donc pour conclure le webinaire, je vais juste faire un focus sur un des services que l'on est décidé à offrir aux utilisateurs de terminologie. C'est un service de traduction automatique. Donc, avec pour objectif de développer, mettre en œuvre une technique de traduction automatique transposable pour toute terminologie médicale, dans un certain nombre de langues, pas seulement français et anglais, et donc pouvoir faire bénéficier des dernières avancées sur l'intelligence artificielle. On a développé cette technologie dans le cadre du centre collaborateur OMS pour aider nos collègues de l'ATIH à finir la traduction de la CIM 11 et aussi pour pouvoir mener à bien des études d'évaluation qui nous ont été demandées sur des terminologies comme la SNOMED et comparé à la CIM 11. Donc pour cela, c'est très difficile de les étudier dans des cas d'usage français alors qu'elles sont en anglais. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le point crucial de la traduction. Et ce problème de traduction va se reposer pour toute terminologie anglo-saxonne que l'on souhaiterait pouvoir adopter en France. Je pense notamment au thésaurus de l'Institut national du cancer américain, qui est un métathésaurus très utile et assez généraliste qui peut être largement utilisé au-delà du cancer et qui est sous licence libre que l'on pourrait transposer en France là-dedans, donc qui fait partie de nos terminologies en instruction. Donc, le contexte, la terminologie, l'OMS est largement utilisée en France. La nouvelle version de la CIM 11 est très attendue et il faut absolument la tester dans des cas d'usage d'interopérabilité. La traduction manuelle est en cours, prend énormément de temps et comme je viens de vous le dire, la CIM n'est pas la seule terminologie que l'on souhaiterait traduire. Slide suivant. Donc, on a ici travaillé avec l'Institut Polytechnique pour mettre au point une technique de traduction automatique basée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous noyer dans le cadre de ce webinaire sous les détails de la traduction, mais les étapes pour la traduction automatique ont été de fabriquer, de définir un corpus d'entraînement nécessaire pour produire des traductions de qualité. Donc ici, on a recherché des corpus multilingues qualifiés en français et en anglais. Donc on s'est penché à toutes les terminologies qui existaient dans plusieurs langues. On s'est intéressé à des dictionnaires franco-anglais qui est spécialisé dans le domaine de la santé, etc. etc. Après, en deuxième étape, on a sélectionné des modèles de traduction. Donc, on a travaillé sur des méthodes de statistical machine translation, qui sont les méthodes les plus anciennes, qui sont relativement robustes, très accessibles, qui permettent d'apprendre des règles de traduction qui sont déjà reprises dans des corpus gigantesques et permettent d'appliquer les traductions. Donc, ça, ce sont des
les modèles relativement anciens. Et maintenant, on a progressé avec des réseaux neuronaux, donc NMT, Neural Machine Translation. Et là, là encore, on peut, les modèles apprennent par les corpus multilingues qualifiés, mais sont capables d'apprendre des règles et de modifier des règles par eux-mêmes avec des techniques d'aller-retour de traduction. On traduit un texte dans une langue cible et on le retraduit dans la langue d'origine et on mesure la distance éditoriale entre les deux séquences. Et comme ça, et par boucle d'itération, le modèle peut apprendre des règles de lui-même, ou alors il y a d'autres techniques dites de denoising, où on prend une phrase complexe, on la traduit et petit à petit, on enlève des appositions, des propositions relatives et on regarde l'impact de la modification de la traduction et on va dans les deux sens, bien sûr. Après le choix des modèles, on entraîne les modèles, avec un corpus général. Donc maintenant, il existe des corpus open source qui sont largement, qui peuvent entraîner des modèles compliqués. Donc on a des modèles style des corpus généraux provenant d'Amazon, de Facebook, de l'Union européenne, donc avec des corpus très intéressants existants dans 27 langues. Et après avoir entraîné le modèle de manière générale avec ces corpus, on peut maintenant raffiner avec un vocabulaire spécifique, avec les corpus spécifiques que l'on a définis. Donc, étape 1, on fait un entraînement général que l'on fine-tune, excusez-moi l'anglicisme, avec des corpus spécifiques. Donc, par idée, pour vous donner une idée, un entraînement de modèle, la première étape prend pas mal de temps. C'est définir les corpus, les préparer, les mettre au format. La deuxième étape d'entraînement percé prend à peu près une semaine et après produire une traduction prend à peu près 3 jours. Et donc ça permet, vous voyez, par rapport à une traduction manuelle, tout le temps que l'on peut gagner par rapport à ça. Et après aussi, il faut produire des bons indicateurs de traduction. Et là, c'est une science à part entière, puisque ces indicateurs de traduction sont basés sur des modèles de mathématiques qui analysent des longueurs de chaîne. Et donc, ces indicateurs sont sensibles à la longueur de chaîne, à la complexité de la phrase, etc. etc. Donc, c'est la mise au point de bons indicateurs qui soient opérationnels pour l'homme sont pas si évidents que ça. Et après, on vient à l'étape de validation humaine. Voilà. Slide suivant. Donc voilà ce que l'on a obtenu pour la CIM 11. Donc les métriques, je vous passe juste pour vous donner le métrique qu'on a utilisé, c'est un Blue Score, c'est Bilingual Text Evaluation, qui est un métrique assez bien utilisé dans le monde de la traduction automatique. Et sur la CIM 11, on a obtenu ce découpage de la terminologie. Donc, on a 124 000 termes dans la CIM 11. On a une distribution à peu près de 20 termes, 20% de termes avec des blue scores un peu inférieurs à 0,2, et cela, ce sont des scores, ce sont des termes qu'il faut absolument revoir parce qu'ils ont été mal traduits, par exemple non-reconnaissance de noms propres, construction de phrases non reconnues, et donc là, ça pousse à raffiner les corpus spécifiques pour intégrer les défauts de ce modèle. Donc on est là vraiment dans un processus d'amélioration continue sur lequel on met en route, et nous aussi, la manière d'autres, on va améliorer nos modèles.
Après, dans la zone 0,2 et 0,5, on est sur des zones où il faut relire. Donc là, il y a des inversions, des oublis de mots, des pléonasmes voulus à l'origine qui ont été évités à la prescription. Donc fracture de l'os du pouce devient fracture du pouce tout simplement, alors qu'il faudrait mettre fracture de l'os du pouce. Et au-delà de 0,5, on est sur des traductions très très correctes avec par exemple des emplois de synonymes qui sont parfaitement corrects, des petites différences, par exemple pour un pied-beau, on dira un talip equinovalgus, et après c'est un choix éditorial humain qui fait qu'on choisit l'un ou l'autre. Voilà qui conclut notre exposé, de Thierry et moi, sur le CGTS, le SMT et le focus sur les traductions automatiques. Merci pour votre participation et je pense que je vous donne rendez-vous à bientôt parce que on va continuer à travailler avec vous, bien sûr, sur les terminologies de santé. C'est trop un secteur important, je dirais à la fois pour l'interop, mais aussi derrière pour tous les usages au-delà de l'interopérabilité. Merci à tous et à bientôt.